Hello, hello, hello à toutes et à tous. Alors, je ne sais pas si vous nous voyez, nous entendez, mais je crois qu'on est live pour ce webinaire exceptionnel sur les femmes et la finance. Donc, ce qui serait super, c'est qu'en attendant que tout le monde arrive, c'est simplement que vous laissiez un petit commentaire dans le chat. Comme ça, on voit que vous êtes là, que vous nous entendez. Alors, n'hésitez pas juste à laisser un petit commentaire dans le chat. Comme ça, on voit que vous êtes là. Alors, moi, je suis avec Sarah. Sarah, coucou Sarah. Hello Tamara, comment ça va? Super. Alors, Sarah, qui est gérante de fortune et auteure du livre Ce que valent les femmes. Donc, je suis hyper contente d'être avec elle pour ce webinaire. Bon, alors pour les personnes peut-être, n'hésitez pas à laisser des commentaires là, parce que je ne sais pas si vous arrivez peu à peu et vous nous entendez surtout. Donc pour ceux qui viennent d'arriver ou qui sont là, je vais peut-être vous rappeler le sujet qui va nous occuper pendant 30 minutes, 3 vendredis, avec 3 vendredis à 10 heures sur cette page Facebook de Women Lift Up. Donc, on va parler de finances avec Sarah, parce que comme vous le savez, en fait, chez Women Lift Up, on adore échanger sur plein de sujets. On est pour le partage des compétences. On est là toujours pour échanger parce qu'on pense vraiment que chaque femme a quelque chose à transmettre et à partager. Aujourd'hui, avec Sarah, on a vraiment envie de vous partager quelque chose. Donc Sarah, donc il y aura, bon, je vais faire un petit topo de ce qui va se passer ces prochains, sur ce webinaire qui est décomposé en fait en 3 lives, animés par Sarah. Donc en fait, aujourd'hui, on va se pencher sur la question de pourquoi les femmes doivent investir en bourse. Ensuite, on a le 20 et le 27, donc les 2 prochains vendredis à la même heure sur la page Facebook. Sarah va nous donner des concepts et des petits outils pour se lancer justement dans l'investissement. Donc voilà, Sarah, je crois que j'ai bien résumé le pourquoi de ce qui va se passer et comment ça va se passer. Donc je le rappelle pour les personnes qui sont là, bah super, il y a des personnes dans le chat. Il y a Mouna, coucou Mouna, coucou Steph, Annie, bonjour Chantal, bonjour Sana, ben, fantastique. Vous nous entendez bien? Oui? Bon, ça a l'air de fonctionner. Tu maîtrises la technique. Ouais, ça a l'air de fonctionner en tout cas. Donc, comme je le disais pour les personnes qui arrivent, donc Sarah, qui est gérante de fortune et auteure du super livre Ce que valent les femmes. Honnêtement, je vous le conseille, il est top. Et donc Sarah, en fait, est-ce que c'est vrai que les femmes sont meilleures investisseuses que les hommes? D'ailleurs, investisseuse, c'est un terme qui existe, ouais. Moi, en tout cas, je l'utilise, donc Ouais. on va dire que oui. Je crois que c'est assez, à part ça, je crois que c'est arrivé assez récemment. Comme beaucoup d'autres termes. Comme beaucoup d'autres termes, c'est ça qui est assez incroyable. Oh, Sarah, alors, c'est vrai ça? Oui, bah, il y a plusieurs études qui le montrent. Alors bon, évidemment, il faut toujours prendre les études avec un peu de recul, mais pas seulement dans le domaine que finance, investissement, mais aussi il y a des études qui ont montré que les pays qui étaient dirigés par des mélanges femmes-hommes avaient un meilleur PIB, que des conseils d'administration qui avaient un mélange hommes-femmes aussi avaient une meilleure progression économique. Donc, c'est pas que financier, je pense que c'est aussi le fait que les hommes et les femmes, on a des complémentarités et puis qu'on a des comportements, des manières de réagir différentes. Mais en termes d'investissement, la dernière en date que j'ai relevée, c'était en 2018, donc il n'y a pas si longtemps que ça. C'est une école qui s'appelle la Warwick Business School qui a montré que les femmes avaient environ 1,8% de plus de performance que les hommes. Alors tu me diras, 1,8%, c'est peut-être pas beaucoup, ça semble peu, mais en faisant le calcul, sur une période par exemple de 25 ans, pour chaque 100 francs investis, ça te fait 71 francs de plus. Donc c'est quand même énorme. Hein, c'est toujours l'histoire de la petite différence qui, sur le temps, a un impact. Et bon, je partage ces chiffres avec vous, pas seulement pour qu'on se la pète, mais pour vous montrer qu'en fin de compte,
La finance, c'est pas un domaine qui est réservé aux hommes. D'ailleurs, on dit la finance, donc voilà, c'est quand même… Ça veut tout dire. Ben voilà. Donc maintenant, c'est à nous de nous y intéresser et puis de se lancer dedans, quoi. Et toi, concrètement, justement, vu que tu reçois quand même pas mal de femmes dans le cadre de ton activité, tu as pu remarquer qu'il y a une sensibilité particulière ou qu'il y a quelque chose de particulier que vraiment les femmes ont dans leur approche? Alors bon, les hommes et les femmes fonctionnent différemment déjà dans la vie de général, mais surtout les femmes, elles vont avoir plutôt des préoccupations qui sont très liées à leurs objectifs de vie. Donc leurs préoccupations financières, ça sera je veux pour ma famille, pour mes enfants, pouvoir partir en vacances, pour pouvoir financer ma retraite, ce genre de choses. Alors que par exemple les hommes, ils seront plus dans ah non mais moi je veux de la performance. Alors qu'en fin de compte, l'argent en tant que tel, c'est pas une fin, c'est un outil pour avoir accédé à des choses. Donc, les femmes, elles vont avoir plus ces objectifs-là qui sont liés à des objectifs de vie. Et en fait, elles sont plus dans le soin aussi, dans le prendre soin et puis une vision un peu plus à long terme, j'imagine. Oui, bah parce que à long terme, ça ne veut pas forcément dire pour très longtemps, mais parce que elles voient le futur de dire bon ben moi c'est ma retraite, c'est les études de mes enfants, c'est tout ça qui m'importe. Oui. En effet. Bon, super. Je te laisse continuer. Est-ce que tu veux nous parler justement des… Oui, alors je voulais partager avec vous, ça va être un peu en trois phases, mais la première chose que je voulais partager avec vous, peut-être vous allez vous y retrouver, mais quand je rencontre des femmes, elles ont des préoccupations qui sont relativement similaires les unes des autres et j'ai envie de les résumer en cinq préoccupations. La première, comme j'ai dit, c'est de pouvoir financer le futur de leur famille, de leurs enfants, de leur entourage. Donc ça, c'est vraiment une préoccupation principale. Il y en a beaucoup, c'est le divorce. En fait, on est encore trop dans une société où malheureusement, trop de femmes restent mariées ou dans un couple malheureux simplement parce qu'elles ne savent pas si elles vont pouvoir se débrouiller toutes seules financièrement. Il y en a encore beaucoup qui arrêtent de travailler pour s'occuper des enfants, qui n'arrivent pas forcément à se remettre dans une vie professionnelle. En plus, dans la période actuelle, c'est de nouveau les femmes qui morflent le plus. Excusez-moi d'être aussi directe. Donc, moi, je trouve quand même trop dommage quoi, d'en être à ce point-là. Et d'ailleurs, les femmes qui viennent chez moi, que je rencontre, ce qui est trop dommage, c'est que souvent, c'est celles qui sont au pied du mur. C'est-à-dire que c'est celles qui sont soit en train de divorcer ou qui vont divorcer, ou qui ont eu, par exemple, toujours leur conjoint ou leur père ou leur cousin ou quelqu'un qui s'est occupé de leurs finances, cette personne n'est plus là. Donc, elles sont déjà dans une situation de crise émotionnelle et en plus, elles doivent apprendre à gérer leurs finances. Donc, j'ai envie de dire, mais pourquoi on ne le fait pas avant? Pourquoi on ne met pas en place certaines choses avant pour éviter justement ces préoccupations-là? Donc, je parlais de la famille, du divorce, du chômage, évidemment, de la retraite, préparer la retraite. Et puis, du coup, quand on parle de comment on fait pour ne plus les avoir, puis que je parle d'investir en bourse, les gens me disent « Oui, non, mais attends, moi, j'ai trop peur de faire une erreur et puis de perdre de l'argent. » Donc, voilà la dernière. Et juste pour revenir, en fait, tu disais le pourquoi pourquoi on n'y va pas, mais aussi, c'est tellement, je trouve que c'est ancré aussi dans l'histoire. Parce que c'est récent aussi cette indépendance entre guillemets financière qu'on peut avoir rien que par l'ouverture d'un compte en banque. Complètement. Je crois que je ne sais plus c'était en quelle année moi, la date qui m'avait choquée, je me souviens, c'était pour la Suisse. Pour la France, je crois que c'était en 1965 ou je ne sais plus trop. Ouais. En France. Ouais, voilà, pour l'ouverture d'un compte bancaire sans l'autorisation du mari. En Suisse, c'était en 1988. Ouais. Donc ça, je trouve ça incroyable. Oui, en théorie, mais je veux dire d'après la loi en tout cas. Ouais. Et c'est vrai que donc c'est quand même quelque chose de récent et d'ancré un peu dans le… Non, il y a un phénomène de société là autour aussi. Je ne sais pas si vous connaissez la série Mad Men, mais donc si on regarde il n'y a pas si longtemps que ça, les femmes, on était à la maison, on s'occupait des enfants et puis notre highlight, j'ai envie de dire, c'est quand on avait notre nouveau sèche-linge ou notre nouveau lave-linge, quoi.
c'est un petit peu ça. Et donc, du coup, c'est qui tenait les cordons de la bourse, qui ramenait l'argent à la maison? C'était le mari. Donc maintenant, on est dans une autre période. Et puis, il y a de plus en plus de femmes qui montent leur business, qui sont entrepreneuses, qui font leurs choses. Mais du coup, c'est marrant parce qu'elles se lancent, elles sont indépendantes dans la manière de parler, dans leur manière de penser, dans tout. Mais par contre, quand on parle encore finance, il y a encore des déblocages à faire. Et moi, je pense qu'on ne peut pas se dire « je suis indépendante » si on n'est pas indépendante financièrement. Pour moi, c'est le nerf de la guerre. Je pense que tu as totalement raison, mais c'est vrai que c'est compliqué. Il y a des blocages, des vrais blocages. Et puis après, il y a les blocages qui sont liés peut-être à nos valeurs en disant, bon, l'argent, c'est quand même quelque chose de sale, le banquier a une mauvaise image. Enfin, voilà, mais tout ça se mélange. Et ça va pourrir nos relations. Et c'est comme tout. Tu as l'impression que si tu y vas, il y a tout qui va arriver d'un coup, en fait. Ouais. Non, et puis je pense que tout le monde est capable de gérer. Ouais, puis en fin de compte, on trouve toujours des bonnes excuses pour ne pas le faire, hein, en disant, non, je fais confiance. Et de nouveau, je redonne, c'est très schématisant, mais c'est souvent un homme qui va s'en occuper, que ce soit le conjoint, le père, le cousin, le frère. Surtout à Genève, tout le monde a des personnes dans la famille qui sont dans la banque. Il y a l'excuse de dire j'ai pas assez d'argent, et ça c'est pas vrai, parce que dès qu'on a un peu d'épargne, il faut y aller, et je vais vous le montrer là avec un exemple numéraire qui est assez flagrant. Oui, excuse-moi ça, juste aussi, n'hésitez pas, les personnes qui nous regardent, à poser des questions aussi dans le chat, laissez des commentaires, on est là pour répondre aussi à vos questions, donc n'hésitez pas surtout à vous manifester dans le chat. C'est avec grand plaisir. Pardon, Sarah. Non, et puis après, il y a l'histoire de dire je comprends rien à la finance. Alors, moi, je vais vous montrer que c'est pas, j'espère, quand c'est 3 fois 30 minutes, je vais vous donner 2-3 pistes pour que vous vous rendiez compte qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait un MBA en finance pour le faire. Je donne toujours l'exemple du tableau de bord et de la voiture parce que je trouve qu'il est parlant. Vous savez conduire une voiture, vous savez lire le tableau de bord de votre voiture. Est-ce que je vais trop vite? Est-ce qu'il faut que je change de l'huile? Est-ce qu'il faut que je remette de l'essence? Et c'est pas pour autant que vous savez comment le moteur fonctionne. Donc, la même chose, vous n'avez pas besoin d'être spécialiste en finance pour investir en bourse. Il faut juste mettre en place un tableau de bord que vous sachiez le contrôler. C'est tout. Alors là, je me réjouis de voir ça. En tout cas, c'est vrai que ça, au début, ça parle pas. Donc, Ouais, tout à fait. Mais on va y arriver ensemble. Et puis j'espère qu'après ça, vous vous sentirez capable. Et c'était toutes les idées de commencer avec ces chiffres et ces études pour dire, mais oui, on est capable. Il faut juste y aller, y croire et puis se lancer, quoi. Donc voilà. Allez, jetons-nous à l'eau. On se lance. Alors, j'aimerais vous montrer. Je n'ai rien inventé. J'ai pris un exemple qui a été fait par UBS, donc pour vous dire que c'est pas moi qui ai fait cette recherche, mais je trouve qu'elle était très parlante en termes de chiffres. Donc l'exemple qu'on a pris, c'est ça, c'est que je reprends Marc et Valérie, c'est mes protagonistes favoris si vous avez lu le livre. On va dire que Marc et Valérie ont 25 ans, d'accord? Tous les deux, ils commencent à travailler. Ils sont célibataires, mais ils savent qu'ils vont probablement avoir des enfants et avoir une famille, puis qu'un jour, ils vont devenir propriétaires, probablement quand ils auront entre 30 et 40 ans. Et puis, ils ont la chance, tous les deux, d'avoir reçu chacun 1 million en héritage. Et ils veulent que cet argent reste à travailler parce qu'ils veulent pouvoir passer cet héritage à la prochaine génération. D'accord ? Donc ça, c'est un petit peu l'exemple. Je voulais partager l'écran. Est-ce que c'est possible? Oui, bien sûr. Donc, on peut imaginer ces gens-là, l'évolution de leur patrimoine, il va se ressembler à ça. Donc, on commence avec 1. Ça augmente un petit peu parce qu'ils travaillent, ils mettent de l'argent de côté, ils achètent la maison. Bon, il y a de l'argent qui sort. Et puis là, on continue jusqu'à l'âge de la retraite. Ça, c'est ce qu'on pourrait imaginer arriver. Mais la réalité est bien, bien différente. Principalement pour 3 raisons. C'est que la réalité financière de Valérie va être différente de celle de Marc, vous pouvez imaginer. Dès le début, Valérie va gagner moins que Marc. Donc, ça, c'est toujours une chose pour laquelle on se bat. La deuxième chose, c'est que son salaire va moins augmenter pour différentes raisons. La première, c'est qu'elle va probablement avoir un congé maternité. Elle va peut-être aussi travailler à temps partiel.
Et donc, sur le long terme, son salaire augmentera moins. Et finalement, Valérie va vivre plus longtemps que Marc. Donc, ça va avoir un impact. Donc, on peut imaginer que probablement, Valérie ne sera pas là en haut, mais un peu plus bas. Je ne sais pas si vous avez une idée à peu près à quel niveau ça pourrait être. Malheureusement, je ne peux pas faire ça, avoir votre avis, mais posez-vous la question. Et moi, je vais vous montrer que, en fait, l'impact est vraiment très, très grand. Dans cet exemple, on part du principe que Valérie et Marc ont un fonds de pension qui est équivalent. Donc, je vais vous montrer la différence. Voilà. Donc, en fait, on retrouve Marc là en haut et Valérie, on est même en dessous de 0. Et les couleurs que vous voyez sur le graphe, c'est tous les éléments que je viens d'expliquer. Donc, la différence salariale en beige, la pause maternité en rose, le travail à temps partiel en jaune, la partie bleue, c'est le fait qu'elles vivent plus longtemps. Et puis, en fait, la partie verte, c'est la sensibilité au risque. Ça, c'est lié à la bourse, justement. Mais on voit à quel point il faut faire quelque chose, là. On ne peut pas rester sans rien faire. Et donc, une des solutions qui s'offre à nous, à moins de travailler comme des dingues et d'avoir 3 jobs, voilà, c'est de profiter des rendements que la bourse nous offre. Et ça pourrait donner quoi comme exemple? Alors, je vous montre le prochain graphe. Et on voit là, alors il y a aussi Marc, hein, il peut aussi investir en bourse, et il le fait, c'est bien ça l'histoire. Et Valérie, mais on voit à quel point sur un long terme, ça peut avoir un gros impact. D'accord? C'est ce que je vous disais au début en disant 1,8% de plus par année sur une période de 25 ans, c'est presque doublé. C'est un peu moins que doublé, mais voilà, ça a un gros impact. Donc, c'est ça qui est important. Alors, vous me direz, mais bon, comment on fait pour tirer cette couverture à nous? C'est quoi la conclusion de ça maintenant que vous avez pris conscience de la gravité de la situation? Donc, il y a certaines choses qu'on fait déjà et que probablement vous faites, qu'il faut continuer à faire. Et comme poser des questions, parce que nous, les femmes, on pose beaucoup de questions. Et d'ailleurs, on voit dans le Women Lift Up comme on aime partager et s'échanger les compétences. Donc ça, il faut continuer à le faire. Et puis, il faut mettre en place ce tableau de bord. D'accord? Parce qu'en mettant en place un tableau de bord qui est clair, on va pouvoir séparer toutes nos réactions émotionnelles de nos objectifs financiers. Là, cette année, on est dans une année bien intéressante parce qu'effectivement, avec le Covid, pour ceux ou celles qui suivent les marchés, ça a bien, c'est descendu, c'est monté, c'est redescendu, ça part dans tous les sens. Mais en fin de compte, si on est discipliné puis qu'on sait ce qu'on veut et on sait c'est quoi les objectifs, on va y arriver. Donc ça, c'est vraiment important. Je trouve ça, si je peux rebondir sur les slides, je trouve ça assez incroyable, la différence. Et c'est vrai que c'est marrant parce que hier, j'en parlais avec mes filles qui ont 10 et 12 ans, donc voilà, qui sont assez jeunes. Et je ne sais pas pourquoi on est venu sur les salaires. Et elle me disait, mais c'est pas possible. C'est vrai que les femmes, elles gagnent moins que les hommes. Pour elles, c'est un truc, mais c'est un truc incroyable que ça soit encore le cas. Puis il y en a une qui répond, et en plus, elles vivent plus longtemps. Ah elles sont. Elles savent exactement. Alors c'est vrai que tu te dis, mais tu veux même pas qu'il y ait ce genre de discussion plus tard pour la génération à venir. C'est juste, ça semble tellement incroyable qu'on en arrive là, quand on voit le graphe et l'exemple que tu as montré. C'est fou la différence. Et avec effectivement le congé maternité, le fait qu'on s'arrête, plein de facteurs font qu'en fait on ralentit notre croissance, ça c'est sûr. Oui, puis moi j'avais imaginé que avant de voir cette étude-là, je savais que c'était un peu plus bas, mais j'avais pas imaginé que c'était aussi gros cet impact. Et c'est vraiment sur la durée aussi que ça. En parlant des enfants, il y a une femme qui s'appelle Catherine Marat-Harvey qui a écrit des livres justement pour aider les enfants à comprendre ce genre de problème. Par exemple, pour la différence du salaire, sur un des livres, elle dit mais pourquoi je donnerais de l'argent de poche plus à mon fils qu'à ma fille, ce genre de considération, et ça semble impossible à imaginer, mais en fin de compte, on vit dans ce monde-là encore où
on donne de l'argent de poche, enfin un salaire différent à un homme et une femme, alors qu'ils ont des compétences similaires. Donc, incroyable. Voilà. Oui, donc, incroyable. Moi, c'est important de vous montrer ça pour un peu vous secouer, quoi, vous réveiller, mais maintenant que vous avez pris conscience, il faut y aller et puis il faut commencer entre guillemets le plus vite possible parce que bon, même moi, si je n'avais pu savoir ce que je sais aujourd'hui à plus de 40 ans, si je l'avais su à 20 ans, j'aurais fait des choses différemment. Malheureusement, c'était pas le cas, mais du coup, c'est aussi le but de ce webinaire, c'est de dire aux plus jeunes, de dire mais maintenant votre épargne, même si c'est quelques centaines de francs, quelques milliers de francs, allez-y, commencez à l'investir, surtout l'argent dont vous n'avez pas besoin tout de suite. Hein, c'est vraiment je parle de l'épargne, c'est-à-dire de l'argent qu'on n'a pas besoin pour payer les factures des prochaines années. Parce que rassure-moi, c'est aussi pour les plus vieux, ça va aussi. Bien sûr. Bien sûr, mais j'ai envie de vraiment dire à quel point le temps joue en notre faveur. Et puis, si tu te dis, ah ben non, alors je vais attendre l'année prochaine parce que là, c'est la crise du Covid. Et puis, non, et il faut y aller. Il y a un moment donné, il faut y aller parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer. Si ça va monter, si ça va descendre. Mais il faut y aller et profiter de ça. Et vous le verrez la semaine prochaine avec d'autres graphes, j'espère qu'ils seront aussi parlants. Pourquoi je dis que, en fin de compte, de choisir le moment, à quel moment on investit, oui, ça peut avoir un impact, mais si on est dans l'idée de, quand même, sur plusieurs années et de long terme, eh ben, en fin de compte, ça a plus d'impact. Fantastique. Voilà. Donc, je ne sais pas si tu as d'autres questions pour. Non, mais alors n'hésitez pas. Donc, oui, non. Donc là, je crois qu'on a fait vraiment l'introduction du pourquoi, pourquoi il faut investir et aussi les excuses qu'on se donne, en fait, parce qu'il y a pas mal d'excuses. On délègue beaucoup au conjoint, j'imagine. Enfin, dans les excuses que tu peux entendre, c'est aussi ça. Les personnes ont délégué un peu le côté. Ça veut dire que souvent, moi, je le remarque dans les foyers, les femmes s'occupent de payer les factures, de faire un peu ce qui est d'exécuter. Le panier de la ménagère. Ouais, voilà. Exact. Ouais, voilà, le panier de la ménagère. Et ne s'occupe pas de faire fructifier la fortune qui est là ou de s'occuper vraiment des finances en soi. Ça, c'est un peu délégué parce qu'on a un peu le côté, on n'y comprend rien, en fait. Hein. Je sais pas, est-ce que c'est, on comprend rien, il y a le côté, ça, c'est le truc sérieux, donc les trucs sérieux, on les laisse aux hommes, hein. C'est encore de nouveau, c'est peut-être plutôt avec dans les croyances limitatives, ce genre de choses, qu'il faudrait, mais effectivement, encore la semaine passée, j'ai rencontré une femme qui m'a dit que, bon, elle est mariée, et là, elle a divorcé depuis quelques années, elle dit, mais pendant trop longtemps, je signais la déclaration d'impôt, je posais des questions, elle me disait, ouais, mais t'inquiète. Et puis, du jour au lendemain, elle s'est retrouvée le bec dans l'eau. Et en fait, vraiment, elle s'est dit, mais j'avais ma responsabilité aussi parce que, en fait, je me suis reposée sur lui. Non, c'est sûr. Voilà. C'est sûr, il y a vraiment ce côté-là et il y a aussi le côté gagner en indépendance pour… on va voir les messages. Donc, on a un message tout d'un coup. Alors, voilà, super. Incroyable ce graphique. Bonjour Sarah, Tamara. Tu parles de long terme, c'est-à-dire 5 ans, 10 ans. Alors, Hélène, quand je parle de long terme, moi, je suis persuadée et je vais vous le montrer. Je peux t'expliquer après. Je ne vais pas rentrer dans être trop technique. Mais pour moi, l'argent que tu as besoin dans les 5 prochaines années, il ne faut pas l'investir en bourse. D'accord? Parce que tu prends le risque que justement, tu perdes. Et le but, quand tu investis en bourse, c'est pas ça. Donc, oui, quand je parle de long terme, c'est à partir de 5 ans, c'est plutôt du moyen terme. Mais c'est voilà, 5 ans et plus, on peut commencer à faire quelque chose. Et oui, donc Anne, elle dit on n'y comprend rien parce qu'on ne nous explique pas. Et c'est vrai qu'il y a ce côté aussi. C'est comme aussi toutes les au niveau de la scolarité, des études, les femmes vont moins vers ce qui est scientifique parce qu'on a un peu cette impression qu'on peut pas comprendre. Et aussi quand on est justement face à un banquier ou un financier, on nous explique pas
parce qu'on veut utiliser. Tu sais, c'est toujours cette même idée de plus on emploie des termes compliqués, moins les gens vont nous comprendre et plus on a l'impression d'être intelligent, tu vois. Bien sûr, mais en plus, alors dans la finance, on est des champions du monde. Hein. Allez, on noie le poisson et puis bon, on dit pour les femmes, mais il y a beaucoup d'hommes aussi qui se retrouvent dans cette situation-là. Et les hommes ne posent pas de questions, donc ils vont prétendre, c'est encore pire parce qu'ils prétendent qu'ils comprennent. Et puis du coup, en fait, ils n'y comprennent rien. Mais on nous explique pas. Et puis maintenant, je trouve qu'il y a quand même de plus en plus. Alors, il y a beaucoup en anglais, c'est vrai. En français, je n'ai pas trouvé, et c'est pour ça que je me suis lancée dans l'histoire du livre. Mais parce qu'en anglais, il y a de plus en plus de choses pour les femmes, notamment des sites internet où tu peux suivre des cours. Et donc, je trouve et puis c'est expliqué de manière accessible. Donc, voilà. Maintenant, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place parce que je pense qu'il y a de la demande. Mais tu as raison, Tamara, ça devrait commencer à l'école. Pourquoi on nous apprend à faire des théorèmes, mais on ne nous apprend pas à gérer un budget? Alors moi, ça c'est un truc qui me fait péter un plomb. Voilà. On a encore… alors, Hélène, super réponse. Ok, super, merci beaucoup, Hélène. Magali, quel intérêt quand on est en compte joint et totalement partagé de façon équitable dans le couple? L'intérêt, alors, le fait de tout partager à 50-50, en fait, pour moi, c'est pas la même chose de comment tu partages ou comment tu gères. Parce que même si tu partages tout à 50-50, donc tu dois partager aussi la prise de décision. Imaginons que dans ton couple, tu as un compte épargne qui soit 50-50, et puis que sur ce compte épargne, vous avez des économies. Qui c'est qui décide comment elles sont gérées, ces économies? Est-ce qu'on les investit en bourse? Est-ce qu'on les investit pas en bourse? Qu'est-ce qu'on en fait? Donc, l'important, c'est que si, du coup, tout est partagé à 50-50 et que la prise de décision, elle se fait à deux, top. Mais si tout est partagé à 50-50, mais qu'en fin de compte, c'est toujours l'un ou l'autre, parce que peut-être que dans mon couple, on a le problème inverse. C'est moi qui décide et voilà. Mais il faut que les deux soient parties prenantes. C'est ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Magali, n'hésite pas à revenir. Oui, elle rigole et elle dit moi, donc c'est elle qui gère. C'est bon. C'est très bien, Magali. Je vais demander à ton mari de prendre contact avec le mien. Ouais. Et voilà. Et de suivre notre webinaire. Voilà. Exactement. Et aussi, donc Anne, qui dit ça m'intéresse si tu as des noms de sites ou de livres à nous donner en anglais. Donc, on pourra mettre dans le chat peut-être après si tu penses à quelque chose. Je peux déjà te dire, là, c'est des sites, par exemple, à Zurich, il y a 2 personnes que j'ai en tête. Il y a un site qui s'appelle Smart Purse. Et puis, il y a aussi Esha Funper qui fait des webinaires et des cours. Et franchement, ce qu'elle fait, c'est super. Donc, voilà, je peux déjà te donner ceux-là. Sinon, je pourrais rajouter sur mon site aussi. Mais dans la bibliographie du livre, il y a aussi un certain nombre de matériel, de livres. Voilà. Super. Et vraiment, je recommande à tous ce livre qui est vraiment top, super bien expliqué. Et ça donne envie. En fait, ça donne envie de s'intéresser à la finance quand on n'en a pas envie. Merci, c'est le but. Ouais, et Magali qui répond en sachant qu'il est banquier. Ah oui, effectivement. Voilà. Bref, bien joué, Magali. C'est sûr. Ouais. C'est super. Bon, alors en tout cas, merci beaucoup d'avoir été là, de nous avoir suivis, d'avoir suivi ce webinaire exceptionnel, ma chère Sarah. Et on se retrouve donc sur la semaine prochaine à 10h au même endroit. Et ce sera un peu plus technique avec des outils pour aller de l'avant. Donc là, on passe à l'action, tout le monde. On y va. Super. Belle journée à tous. Belle journée. Merci à toutes. Bye.